Ouais, mais en fait, je pense que le but de Trump, hein, clairement, c'était de créer un gros pump. Et donc, évidemment, plus la market cap disponible du jeton est petite, hein, et plus la possibilité pour le token de pump est grande. Donc voilà, enfin, en gros, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de comptes Twitter qui ont réussi à avoir des whitelists. Et en fait, tu les as jamais vus. Ils sortent de nulle part. Et toi, tu te fais ghost, enfin, tu te fais. En gros, tu as les projets qui te répondent pas. Par contre, ils ont donné des whitelists à des comptes qui sont un peu douteux, quoi. Écoute, moi, mon hypothèse, justement, c'est que le marché, globalement, va se rediriger vers les trucs nouveaux, vers les trucs nouveaux, brillants, avec des nouvelles promesses. C'est pour ça que je pense que le top 10 ou le top 20 va bien changer. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Pasher et Beacon, deux personnalités bien connues sur X, anciennement Twitter, pour la qualité des contenus qu'ils partagent. Et on va parler des narratifs crypto, des airdrops, des projets qui suivent, et un petit peu comment est-ce qu'ils font pour bien performer dans le marché crypto. Pasher, je te laisse démarrer. Bah ouais, carrément. Bah, salut à tous. Pasher, moi, je raconte des trucs sur X et je clique sur des boutons. J'ai commencé à m'intéresser à fond à la crypto en 2022 avec la vidéo d'Asher qui parlait des airdrops, d'où le, d'où l'hommage que je lui ai fait sur le compte et la petite parodie, la petite direction artistique très inspirée. Et je me suis décidé à quitter mon ancien taf fin 2023 pour passer crypto full-time avec l'objectif de faire 6 chiffres d'airdrop sur 2024. Il s'avère qu'en fait, le marché a été très clément et les choses se sont passées beaucoup mieux que prévu. L'aventure sur X, ça a été une très bonne surprise pour moi parce que j'ai commencé à faire quelques posts par-ci par-là, histoire de juste partager deux, trois trucs. Ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'en crypto, on pouvait aller plus loin. J'ai rencontré des personnes hyper sympas et notamment mon ami Beacon ici présent avec qui on a bien avancé, avec qui on a créé quelques trucs sympas. Et là, bah, on est parti pour 2025 avec une année qui s'annonce pleine pleine d'aventures, Qui démarre bien en tout cas. qui démarre avec des grosses surprises, on va dire. Ok, merci beaucoup. Et toi, Beacon? Ouais, salut. Donc, ouais, c'est Beacon. Alors, pour retracer mon parcours, donc avant, j'étais avocat. J'étais toujours, en fait, voilà, même quand j'étais avocat, en gros, j'étais passionné par les cryptos. Ça, c'est un sujet qui m'a toujours plu. Et donc, en gros, que ce soit le matin ou le soir, quand j'arrivais au cabinet, voilà, c'était vraiment un truc qui me passionnait. Et du coup, j'avais un petit peu de temps quand même pour faire ça. Euh, je me suis lancé en crypto il y a 3 ans. Euh, En gros, je gérais donc les collaborations pour un groupe. Et ça m'a permis en gros de voir énormément de projets plutôt early se lancer. En gros, c'est là où j'ai acquis le plus gros de mon expérience. Donc en gros, donc il y a 2 ans, j'ai lancé mon compte Twitter. Ça n'a pas marché tout de suite, hein, pour être honnête. J'ai dû trouver une patte qui, moi, me convenait et qui faisait des vues. Et donc, il y a 6 mois, un an, là, j'ai commencé vraiment à trouver ce qui me plaisait. Et au final, je me suis positionné, donc là, aujourd'hui, plutôt sur les NFT et les airdrops. Et, et en gros, enfin là, ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, du coup, qui me connaissent pour être early, donc sur les gros NFT. Et donc voilà, je pourrais donner quelques conseils. Ok, merci beaucoup. On mettra d'ailleurs vos liens de vos comptes X en description. Et t'en parlais justement, tu disais que tu as eu, entre guillemets, un peu de mal à acquérir tes premiers abonnés, parce qu'il y a toujours le mythe de l'influenceur crypto
Voilà, tout le monde voudrait peut-être devenir influenceur crypto et gagner beaucoup d'argent parce que ça semble extrêmement facile. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu, vous, sur vos histoires respectives. Quand vous avez lancé votre compte, vos comptes X, est-ce que vous imaginiez déjà atteindre ce nombre d'abonnés? Je crois que Beacon, toi, tu en es à 20 000 et Pasher, un peu plus de 10 000 ou 12 000. Ce qui est pas énorme quand tu regardes d'autres influenceurs, mais dans un secteur de niche, on va dire, un petit peu comme les cryptos, et surtout sur le côté airdrop, ça commence à être non négligeable, surtout sur le côté francophone. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire de vos comptes X et de votre, on va dire, carrière d'influenceur, si vous m'autorisez à vous appeler influenceur? Ouais, ouais, bah, je peux commencer si Pacha est OK. En gros, je me suis longtemps, enfin, en gros, pendant presque 3 mois, je me suis demandé si j'allais lancer en français ou en anglais. Et en fait, c'était donc en 2023 où en gros, au Parlement, ils commençaient donc à discuter de la réglementation sur les influenceurs, etc. Et en gros, j'ai tout de suite senti que ça allait être plus compliqué de faire un contenu en français parce que, bah voilà, enfin, en gros, tout simplement, il y a des encadrements que tu n'as pas quand tu es anglais. Donc il y avait ce premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que, donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc j'ai passé presque 1 an donc au poste de collab. En gros, donc voilà, je m'occupais de gérer les collaborations pour un gros groupe. Et en fait, tous les projets en fait, ne souhaitaient pas forcément faire une collaboration avec des Français. Et donc, enfin, c'était plutôt un frein, en gros, sur le fait d'obtenir des collabs. Et voilà, enfin, en gros, moi, c'est ça que je souhaitais faire. Du coup, donc, donc voilà, en gros, donc, il y avait ce premier aspect langue. Et, et le deuxième aspect, donc, bah, c'est vrai que c'est le fait de trouver un créneau pour, en gros, à la fois que tu produises suffisamment. C'est-à-dire que, en gros, vous avez l'algo Twitter. Au bout de 24 heures, votre tweet n'a plus de reach. Donc, en gros, au bout de 24 heures, votre tweet ne sert plus à rien. Donc, si vous souhaitez vous lancer sur Twitter, vous devez avoir quand même une capacité à lancer un nombre de tweets très important, et donc sur un sujet qui vous intéresse, quoi. Ok, premier petit conseil. Et bah moi, écoute, moi, le début de ma carrière de créateur, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai un peu pas fait exprès, en fait, de lancer un compte et d'avoir du riche. J'ai commencé à farmer très sérieusement début 2024, moi. Et début 2024, c'est là où je me suis mis, du coup, à réaliser des actions sur plusieurs wallets, du farming en multi-wallet. Généralement, quand on farm en multi-wallet, on essaie de faire en sorte de ne pas réaliser les mêmes actions dans le même ordre au même moment sur tous les wallets pour avoir des activités un peu différentes, pour éviter de se faire identifier par les protocoles comme personne, comme compte relié. On parle de compte Sibyl. Et j'ai commencé du coup à noter la liste des actions que je faisais sur un wallet pour le répliquer le lendemain avec un second wallet, par exemple. Parce que Euh, le farming d'airdrop, c'est le fait d'utiliser des protocoles ou des blockchains pour ensuite avoir de l'activité, et certains projets ou protocoles rémunèrent en fait les personnes qui font de l'activité sur des blockchains en leur distribuant de la crypto-monnaie gratuite. Et comme on va le voir, ça peut s'avérer très intéressant. voilà, et dans certains cas, ça peut même être intéressant de le faire sur plusieurs wallets, mais du coup, il faut être organisé pour ne pas se comporter comme un bot. Donc j'ai commencé à noter toutes les opérations que je faisais sur un wallet, sur un fichier Word. Et premièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, cette liste d'actions, quand même, elle avait de la valeur et que ça pourrait intéresser des gens. Et deuxièmement aussi, même moi, ça m'aidait de l'uploader sur Internet pour avoir accès à tous les liens directement sur mon navigateur.
Donc je me suis dit que je ferais d'une pierre deux coups, que j'allais tout poster sur X en public au cas où ça peut aider 2-3 personnes par-ci par-là. Étant donné qu'il me fallait une direction artistique, il me fallait une photo de profil sur X. À l'époque, on était en pleine mode des PCI, donc je ne sais pas si ça parle à tous les gens qui écoutent, mais les PCI, c'était des comptes parodiques de Lionel Messi en chauve. Et je me suis dit que le monde avait besoin d'un pâcheur, donc j'ai créé le compte comme ça. Et en fait, le compte a gagné énormément de traction assez rapidement parce que ça a fait rire pas mal de gens qui ont repartagé au début juste le compte parce que c'était marrant, et notamment des gros créateurs français, à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Donc au sein de la niche crypto France, c'est quand même beaucoup. Et après, petit à petit, les gens se sont abonnés à Pâcheur parce que c'était rigolo. Et ils sont restés, ils ont repartagé parce que le contenu était intéressant. Et derrière, le compte a gagné pas mal de traction assez rapidement. Étant donné que j'ai lancé en mars 2024, ça fait même pas un an, je suis quasiment à 14 000 abonnés. Donc c'est pas beaucoup quand on prend le marché global sur X, les gros influenceurs ont plusieurs centaines de milliers. Mais plus on affine la niche et plus en fait on se rend compte que les plus gros comptes de la niche ont 10, 20, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, créer du contenu sur X, c'est vraiment accessible à tout le monde. L'algorithme est super bien fait et valorise le contenu qualitatif. Il y a pas besoin de comprendre comment ça marche. Évidemment, ça aide, mais il suffit juste de poster régulièrement du contenu quali, et petit à petit, le contenu est repartagé. Et derrière, anglais ou français, moi je pense que ça fait pas de différence. Anglais, le marché est plus grand, mais il y a plus de compétition. Donc, mine de rien, ça change rien au potentiel de croissance d'un compte donné. Et vraiment, c'est une belle aventure et c'est accessible à tous. Et en plus, je pense qu'en plein bull run, ça peut être intéressant de se poser la question, à repartager des choses. Surtout qu'on voit que de plus en plus de projets crypto valorisent la création de contenu sur X. Et ça peut être intéressant éventuellement de partager des choses s'il y a des personnes qui ont envie de le faire. Ça peut valoir le coup d'essayer de faire quelques posts et de voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Et en fait, vous avez chacun un petit peu votre spécialité, genre, si je dis ça comme ça. Toi, donc Pasher, tu es plutôt sur le côté airdrop. Et toi, Beacon, à l'époque, moi, quand j'avais découvert ton compte, tu étais plutôt sur trouver les prochains projets vraiment tout petits qui pourraient exploser, entre guillemets, les prochaines pépites. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Après, au final, avec Pasher, donc ouais, on a créé en fait un groupe Discord il y a 3-4 mois ensemble. Alors c'est vrai qu'on était sur des domaines un peu différents et au final, là aujourd'hui, on se rejoint un peu. Et il y a pas mal de plays qu'on fait ensemble. Et alors c'est vrai que bon, il reste toujours plus axé sur les airdrops, mais au final, ouais, c'est vrai que, enfin, ouais, on se complète pas mal. Et enfin, bah, par exemple, quand on est allé sur Berachain, sur les NFT, etc. Donc, je sais pas si on aura le temps de développer, mais voilà, enfin, tout ça, on l'a fait ensemble. Et Ouais, on va développer ça juste après. Et justement, si vous deviez me donner un peu votre plus beau coup, quel serait votre plus beau coup pour vous dans la crypto, que ce soit un airdrop ou un projet que vous ayez, dans lequel vous ayez investi vraiment au tout début en early? vas-y, pas cher. Bah écoute, moi, sans hésiter, ça va être l'airdrop Hyperliquid, qui a été assez exceptionnel. J'imagine que beaucoup en ont entendu parler. Ils ont distribué vraiment beaucoup d'argent et surtout aux utilisateurs les plus early. Et moi, mine de rien, ça va faire bientôt un an que je fais ça à fond. J'ai commencé à farmer d'ailleurs il y a un peu plus d'un an chez moi. Et ma stratégie, ça a été de m'exposer au plus de protocoles possible, avec plus ou moins de conviction selon mon ressenti sur un projet donné. Et c'était la stratégie payante parce que c'était impossible d'identifier, enfin, c'est pas impossible, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est très très difficile d'identifier à l'avance les projets qui ont le plus de potentiel, sachant que en fait, on se remet aux mains de la team et que parfois la team d'un projet qui a beau avoir toutes les cartes en main pour faire de grandes choses prennent des mauvaises décisions, comme on a eu par exemple avec Scroll assez récemment, qui avait en fin de compte de quoi
de quoi faire un très très beau lancement et qui ont en fait un peu raté à cause de mauvaises décisions de la part de l'équipe. Donc ma stratégie a été de m'exposer à plein de protocoles différents et ça a payé parce que j'ai réussi à m'exposer à Hyperliquid très tôt. Je me suis rendu compte au cours de l'année, et ça se voit d'ailleurs dans mes posts de avril, mai, juin 2024. Je me suis rendu compte qu'en fait le potentiel était encore plus gros que ce que je pensais, donc j'ai vraiment passé la vitesse supérieure dessus et je me suis retrouvé avec un airdrop bien au-delà de mes attentes de l'année 2024 dans sa globalité. Et enfin, c'est quoi le processus qui t'a fait prendre conscience qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose à jouer là-dessus? C'est quoi, en discutant avec l'équipe, en allant sur le Discord, en suivant Non, des tout actualités? simplement avec en observant la stratégie de l'équipe qui a décidé de rembourser ses investisseurs, qui a décidé de rendre les points, c'était pas liquide, il fallait trader, donc brûler des fonds pour accumuler des points. Ils ont rendu les points de plus en plus rares, ce qui fait que c'était de plus en plus dur d'en acquérir. Ça a créé du coup une rareté. Ils ont créé un système, un outil extrêmement rentable qu'ils ont, qu'ils ont complètement continué de développer tout au long de l'année euh, avec l'objectif de créer le meilleur outil de trading décentralisé. Et moi, je suis persuadé qu'ils ont réussi et qu'ils vont aller bien au-delà de ça d'ailleurs. Euh, et tout simplement, j'ai même pas eu d'informations essentielles. Toutes les informations étaient publiques. C'est juste les annonces qui m'ont plu, les annonces de revenus, les annonces de liquidité. Voir qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, même après l'arrêt de la campagne à points. Voir que bah, le protocole est extrêmement profitable. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes points valaient de plus en plus. Et donc, ça m'a donné envie de continuer à en accumuler. Et petit à petit, ça s'est additionné pour faire un gros montant à la fin de l'année. Ok. Et, et je savais même pas d'ailleurs qu'ils avaient des investisseurs à l'origine, Ouais, très Hyperliquid. peu. Très très peu. Ils les ont très rapidement remboursés pour justement se retrouver complètement indépendants. Alors que c'est très marrant parce que moi, du coup, qui ai commencé à farmer vraiment très sérieusement il y a un an, à l'époque, on parlait que de levée de fonds. Et les projets qui avaient le plus de potentiel de faire un gros airdrop étaient les projets qui levaient le plus. Donc c'était aussi un changement de stratégie Hyperliquid par rapport à tout ce qui se faisait sur le marché. Et c'est ça qui leur a permis de distribuer une si grosse proportion de tokens de leur supply par rapport à d'autres projets qui se doivent d'en garder pour payer la team, rembourser les investisseurs. C'est un peu normal, c'est un peu mathématique, mais Hyperliquid, c'était un ovni. Et du coup, la stratégie de s'exposer à tout pour avoir le, le, le bon coup, bah, mine de rien, c'était pas forcément un mauvais plan. Ok. Et toi, Beacon, alors, si tu devais nous partager ton plus beau coup? Ouais. Alors, bah, en 2024, ma stratégie, enfin, en tout cas sur la deuxième partie de l'année, a été en fait de rechercher en gros des écosystèmes early avec une capacité à faire un airdrop assez important. Du coup, je me suis positionné en fait bah, sur Eclipse assez tôt. Ça m'a permis donc de regarder un petit peu ce qui se faisait. Je me suis positionné du coup sur les validators. Donc c'est une collection NFT, c'est la deuxième plus grosse aujourd'hui sur la blockchain. Et donc Eclipse, si tu devais revenir juste l'expliquer en ouais, une alors phrase. en gros pour faire très simple, c'est Solana sur ETH en gros. En gros, tu as le moteur de Solana qui fonctionne avec une infra sur Ethereum. Euh, et du coup, donc voilà, une de mes stratégies assez rentables, du coup, bah, c'est de me positionner early sur les NFT de la chaîne, enfin en tout cas des chaînes, et de voir en gros si les teams sont sérieuses ou pas. Et bah, notamment sur les validators. Si vous rentriez early, vous aviez la possibilité de faire un x14 sur les NFT, sachant que derrière, ils ont sorti un jeton qu'ils ont airdrop à leur collection.
Et donc, en gros, ça faisait plus, quoi. Et des plays comme ça, j'en ai fait quelques-uns sur 2020, enfin là, en gros, au cours de l'année dernière. Et c'est vrai que, enfin là, ouais, c'est très rentable. Ok. Donc pour toi, les NFT sont pas morts. Parce Ah que, non, non, clairement pas, non. parce que à part les Pudgy Penguins, les principales collections, on va dire, de 2021-2022 sont quand même un petit peu en difficulté. Bah, en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est en fait pourquoi les gens disent que les NFT ils sont morts. Euh, Enfin, en gros, sachant que, enfin, pour moi, c'est en fait simplement un format. C'est voilà, c'est comme en gros, si je disais que les jetons crypto, ils sont morts parce que bah, voilà, si tu regardes dans le top 100, bon alors, enfin, j'ai pas fait cet exercice, mais je suis persuadé qu'il y en a qui performent bien bien moins malgré un marché assez bullish. Et les NFT, c'est la même chose. En gros, il y a une méta depuis un an. Si vous avez suivi un petit peu quand Wormhole a airdrop, en gros, ils ont fait. Enfin, non, en gros, c'est une des premières fois où un projet aussi gros a réalisé un airdrop à des collections de NFT. Et en fait, donc ça, enfin, en gros, c'était il y a un peu plus de un an, je crois. Et depuis un an, donc il y a une méta qui est en gros que que certains des NFT les plus hype vont recevoir des airdrops, des gros projets. Ce qui fait que bah, quand un NFT avec une supply, enfin, en gros une taille de collection, reçoit 1%, 2% de la totale supply, donc enfin, de la tokenomics d'un projet, du coup, bah, ça permet en fait à cette collection de se valoriser, quoi. Ouais. Après, si je regarde plutôt le market cap total des NFT, on voit qu'il y a quand même eu une énorme chute et que pour le moment, on va dire, les nouveaux projets n'arrivent pas à prendre le relais des anciens qui sont un petit peu, on va dire, moins en vogue. Mais oui, c'est vrai qu'il y a donc une narrative, une méta autour de tout ce qui est NFT pour potentiellement toucher des airdrops. C'est Après, ça. la question, c'est est-ce que c'est un peu comme un dividende? Et donc, parce que souvent, tout le monde revend, une bonne partie des gens vont revendre leur NFT dès qu'ils ont appris qu'ils ont touché l'airdrop. Je pense aux Pudgy Penguins, notamment à l'airdrop Pengu. Donc, c'est là-dessus où il faut bien peut-être jauger son risque aussi et savoir si le NFT peut être intéressant à garder, même s'il y a un airdrop, ou sinon, il faut être extrêmement rapide pour le vendre avant tout le monde, quoi. Ouais, en fait, alors ce qu'il y a, c'est que les investisseurs, souvent, ils se placent assez tardivement sur les plays, donc en gros sur les NFT, sur les jetons, etc. Quand tu regardes les Pudgy Penguins, ça faisait assez longtemps en fait qu'on avait la news qu'ils allaient recevoir un airdrop. Et en fait, le floor a commencé réellement à bouger quand les news se sont mis à accélérer. Du coup, si vous êtes patient, vous pouvez vous positionner un peu en amont, prendre des risques, enfin en tout cas qui pour moi sont assez faibles, à condition bien sûr que le marché aille bien, etc. Mais voilà, enfin, en tout cas, si vous vous positionnez assez early, notamment donc bah, actuellement là on a l'exemple des NFT sur BRChain. Moi, je me suis positionné sur cette blockchain en août dernier. En août dernier, vous aviez en gros la possibilité de rentrer en gros, enfin, à des prix encore assez accessibles. Et tous les NFT de BRChain, en 4 mois, ils ont fait entre x3 et x10. Je... Tout ce qu'on dit là sont pas des conseils en investissement. Non, Je non, bien préfère le sûr. Non, non, préciser. non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais donc, en gros, en tout cas, ma stratégie personnelle, c'est de me positionner assez early sur les projets. Donc, bah, le plus simple, en fait, hein, c'est de se positionner lorsque le NFT est en mint.
Donc là, vous devez obtenir une whitelist. Et si vous vous positionnez de cette manière, en général, quand même, enfin, en tout cas, sur des collections qui sont bonnes, le risque est quand même assez faible. Ok, intéressant. Et si je reviens sur le côté airdrop, plutôt pour pêcheurs, on dit souvent que le meilleur moment pour farmer, c'est plutôt quand on est en bear market et qu'en bull market, il vaut mieux plutôt profiter de la hausse euh, globale, on va dire, du marché des crypto-monnaies plutôt que d'aller bloquer de l'Ether ou alors bah, de l'Ether encore, c'est correct parce que potentiellement on peut profiter de la hausse de son prix, mais plutôt que de bloquer des stablecoins. Qu'est-ce que toi t'en penses et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoute, je suis 100% d'accord avec ce point de vue. J'avais d'ailleurs fait un post il y a quelques semaines sur X qui n'a pas été bien reçu par les collègues spécialisés en farming parce que ça bouscule un peu les croyances, mais je suis 100% d'accord. En plein bull run, il y a de l'euphorie, il y a des énormes multiples à aller chercher partout. Globalement, tu achètes un token sur la bonne narrative, une collection de NFT un peu hype. Si t'es pas le dernier à rentrer, ça peut quand même vraiment monter assez haut, surtout si tu fais bien tes devoirs. Donc il faut quand même bien faire ses recherches et pas acheter n'importe quoi. Mais il y a des très très bonnes opportunités, surtout en bull run. Là où le concept du farming, c'est de placer des billes pour plus tard, c'est de réaliser des transactions, voire bloquer des fonds, voire même dépenser des fonds pour recevoir un multiple sous 6 mois, parfois moins, parfois plus. Et, moi, je trouve que aller brûler de l'USDC pour faire du trading, pour farmer un airdrop d'un protocole de trading, à moins que vous soyez rentable en trading, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller accumuler des points sur un protocole. C'est pas le moment d'aller brûler des fonds. Au contraire, c'est le moment de le placer pour profiter de la hausse. Donc, il y a toujours des opportunités aux côtés des airdrops et ce serait dommage de ne pas aller les saisir. Mais pour moi, c'est une erreur de se focaliser exclusivement sur ça et de ne pas ouvrir l'œil sur les potentielles autres opportunités qu'on peut avoir, même hors airdrop. Je prends l'exemple de Berachain, ça fait des mois qu'avec Beacon, on s'intéresse beaucoup au sujet. Et il y a eu constamment ces 5-6 derniers mois, des projets qui distribuent des whitelists pour un free mint, pour une collection de NFT. Le NFT, tu l'achètes et il fait x10 derrière, x100 derrière. Il passe de 3-4 dollars à 200-300 dollars et tu pouvais en acquérir plusieurs. Bon, il y a des opportunités comme ça. Et en fait, faire x2 sur un farming d'airdrop, c'est une performance assez exceptionnelle quand même. Là où en fait faire x5 ou x10 sur le bon token dans la bonne narrative ou la bonne collection de NFT, c'est clairement faisable. Et c'est pour ça que finalement, avec Beacon, on a chacun notre spécialité, mais mine de rien, nos, nos positions, elles se recoupent beaucoup, surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, on se rejoint sur quelles sont les meilleures opportunités sur le marché. Je fais un peu plus de farming toujours et lui, il est sur d'autres projets et d'autres collaborations toujours. Mais globalement, en fait, moi, je trouve que c'est une erreur d'avoir des principes et des a priori et de décider qu'on ne ferait que du farming d'airdrop ou qu'on ferait que du trading de meme coin. Mine de rien, il y a des opportunités partout et c'est dommage de choisir. Mais après, je comprends qu'il y ait aussi des gens qui décident de se spécialiser. Tout dépend du temps qu'on a attribué sur chacun, mais si possible, s'il y a des gens qui ont beaucoup de temps, qui ont envie d'aller explorer, il y a des opportunités partout et pour moi, c'est trop intéressant en fait d'aller se positionner sur plusieurs écosystèmes différents, plusieurs narratives différentes parce que mine de rien, c'est le bull run qu'on attend depuis des années et c'est dommage de ne pas en profiter pleinement. Après, c'est pas le même niveau de risque aussi entre acheter des NFT à 3 dollars et aller farmer une blockchain ou un protocole qu'on juge euh, sérieux, on va dire. Il y a ça aussi à prendre en compte. C'est vrai, mais tout dépend des opportunités de farming. Et moi, j'ai perdu pas mal d'argent en farming, mine de rien. Tu vois, je te prends l'exemple de Hyperliquid, c'était le meilleur airdrop de tous les temps. Mais j'ai aussi beaucoup farmé son petit frère Orderly et j'ai perdu beaucoup d'argent dessus parce que j'ai brûlé des fonds. Et aujourd'hui, des airdrops de farming de protocoles de trading décentralisés, il y en a encore, il y en a d'autres et il y en a qui sont peut-être bons.
Mais pour moi, c'est pas le moment d'aller brûler des fonds à farmer, c'est le moment au contraire de les placer, ne serait-ce qu'en Bitcoin, Ether, Solana, pour profiter de la hausse. Et malheureusement, le farming t'investit quand même, mine de rien, du temps et du capital qui peut être alloué à autre chose. Donc, étant donné que ça prend pas mal de temps de faire des recherches pour savoir comment farmer un airdrop, tu peux aussi le passer à explorer des écosystèmes tendances, à explorer les narratifs du moment. Et du coup, voilà, il y a plein d'opportunités et c'est dommage d'être contre l'une ou l'autre juste par principe. Parce que Hyperliquid, toi, donc c'est un DEX, hein, une plateforme qui permet de faire des échanges et du trading de manière décentralisée. Bon, ça, c'est plus ou moins où on met le curseur. Mais t'as perdu de l'argent au final, toi, en faisant du J'ai trading. Parce perdu que, beaucoup d'argent. ouais. Au total, j'ai dépensé, j'estime, à 20 000 dollars au total pour farmer Hyperliquid. Au début, j'ai dépensé beaucoup moins. J'avais dépensé 2-3 000 pour avoir des points. Je me suis rendu compte que j'étais rentable. J'ai reçu des premiers airdrops parce qu'avant de faire leur airdrop principal, ils ont fait des petits airdrops de meme coin qui m'ont très largement remboursé mes frais. Et j'ai décidé de réinjecter et de remettre une pièce dans la machine quand je me suis rendu compte du potentiel. Mais du coup, il faut quand même être agile et flexible et ça nécessite de brûler des fonds et de se retrouver en perte nette pendant parfois des semaines, voire des mois, sachant que le principe d'un airdrop, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait jamais combien on va recevoir à la fin, contrairement à du yield farming où le rendement est connu, sur du farming d'airdrop, on n'a aucune idée de combien on finira par toucher. Et on place nos espoirs entre les mains d'une équipe de personnes qu'on n'a jamais vues, qui nous envoient des belles promesses et des annonces sur X. Et parfois ça paye pas. Là, par exemple, il y a 2 jours, il y a eu l'airdrop d'Orbiter. Orbiter, moi, c'est ma plus grosse perte, pardon, de tous les airdrops confondus de toute ma vie. Je crois que je suis à moins 95% sur mes frais investis. Donc, mine de rien, on dépense de l'argent pour faire des transactions et parfois ça paye pas, parfois on perd de l'argent. Et pour moi, c'est un trop gros risque à prendre en plein bull run. Après, il y a toujours des opportunités de farming, de farming en passif, en déposant de la liquidité, des fonds, du Bitcoin, de l'Ether ou du stable. Ça, je recommande à 100% s'il y a des gens qui ont des positions de leurs tokens préférés qui comptent hold, pourquoi pas les placer en farming, c'est toujours intéressant. Mais par contre, ça, ce ne sera pas les airdrops qui changent d'une vie, ce ne sera pas les airdrops qui font des gros multiples. Ça peut apporter un bon rendement sur quelques mois, mais ça s'arrête là. Ok, merci. Et là, si vous deviez nous donner deux, trois sujets thématiques que vous suivez activement, vous avez déjà parlé de Berachain, Hyperliquid, je crois que tu as conservé l'airdrop, notamment Pasher, parce que tu y crois à fond. Est-ce que vous avez deux, trois comme ça, play chacun à partager à la communauté? Chose que vous croyez, Bah, auquel vous croyez. effectivement, la Berachain et Hyperliquid, c'est parmi les plus gros projets qui vont se lancer dans les mois à venir. Et l'intérêt dans les deux cas, c'est surtout le cas sur le Berachain, mais moi je pense que ce sera aussi le cas sur Hyperliquid, c'est qu'il y a tout un écosystème qui se crée avec encore beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et Berachain, on sait qu'il y a plusieurs centaines de projets qui vont se lancer en même temps que la blockchain principale dans quelques semaines. On n'a pas la date, mais ça devrait arriver bientôt. Et ces projets, du coup, auront aussi beaucoup d'argent à distribuer. Et donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'opportunités de farming dans les prochaines semaines dessus. Et pour moi, c'est le cas de tous les gros lancements de l'année. On a aussi notamment Story qui arrive très bientôt. Story qui est un autre gros layer 1 dont la D'ailleurs, si valeur tu est... devais expliquer en quelques phrases Berachain et Story. Eh bien, c'est des gros layer 1, tout comme Solana, Aptos, Sui, Ethereum. C'est une blockchain à part entière et qui sont construites sur un consensus un peu différent des blockchains existantes. Berachain s'est construit sur ce qu'on appelle le Proof of Liquidity. Et c'est un projet qui a construit un écosystème extrêmement riche. Je pense que c'est l'écosystème le plus riche de toute la crypto. Euh, pour autant, la blockchain principale n'est même pas encore live. C'est ce que j'allais dire. Pourtant, tout se passe sur Arbitrum, en fait, non? Ouais, Actuellement. Arbitrum est en testnet. Principalement, ouais. Et, et c'est
exceptionnel, c'est du jamais vu pour un projet qui en plus ne s'est pas encore lancé. Parce que initialement, c'était des NFT, Berachain, non? Ouais. Ouais. Au tout début, oui, c'est ça qui a fait naître l'idée. L'histoire est assez folle, ça a pris quelques années, mais mine de rien, il lance un des projets les plus ambitieux. Et bah, d'ailleurs, tu nous parlais de prédiction. Moi, ma prédiction, c'est que 2025, le top classement des crypto-monnaies va complètement changer. Et je pense qu'on aura beaucoup d'acteurs qui viennent de naître ou qui sont même pas encore nés dans le top 20, comme par exemple on l'a vu avec le token de Trump. Et je m'attends à voir à la fois Hyperliquid et Berachain dans le top 10 d'ici fin 2025. Il est bullish. Ah ouais, hein. On fait pas semblant. Ok, parce que Berachain, pour le coup, autant Hyperliquid a changé un peu le game, on va dire, des airdrops, autant Berachain, ils ont levé énormément de fonds, non? Et oui. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Hyperliquid, ils ont quand même, mine de rien, introduit une narrative qui est celle que les projets avec VC sont pas intéressants. Enfin, en gros, sont moins bullish que les projets avec VC. En fait, ouais, quand vous êtes un peu dans les tranchées, j'ai quelques amis, enfin là, qui ont des connexions avec les VC, machin, etc. On a eu un petit peu de FUD sur le fait que la proof of liquidity ne marcherait pas. Sachant que quand vous vous positionnez early sur un écosystème, en fait, vous n'êtes jamais serein sur le fait que ça va fonctionner ou pas. Mais par contre, si ça fonctionne, vous êtes pas assuré, mais en tout cas, en général, vous avez quand même la possibilité d'être très rentable. Donc, c'est là en fait où vous devez mener vos recherches. Et pour avoir énormément creusé Berachain et avoir comparé avec des écosystèmes qui sont également nouveaux, pour moi, c'est un des écosystèmes où je suis le plus bullish. Parce qu'en fait, il y a un nombre de projets de qualité comparé à d'autres écosystèmes qui sont vraiment impressionnants. Et Ouais, qu'est-ce qui vous rend bullish d'ailleurs sur un écosystème, une blockchain ou autre? C'est quoi le nombre de projets, la communauté, le montant levé, en un fait, peu en tout? on passe énormément de temps dans les tranchées en fait, à discuter avec les builders. Et en fait, on voit un petit peu le niveau de discussion que l'on arrive à avoir avec donc les personnes réellement qui construisent les projets. Et là, pour moi, j'ai jamais eu cette sensation sur un autre écosystème. Ouais, parce Et que l'avantage que tu as quand tu es dans les cryptos, souvent, c'est que tu peux discuter avec les fondateurs des projets de manière assez facile, ou en tout c'est cas simple, sur Discord, sur Telegram ou autre. C'est Alors ça. que dans le monde traditionnel, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir discuter avec l'équipe dirigeante d'une société, quoi. Exactement. Et bon, après, voilà, pour comparer avec Sui, par exemple, même s'il y a des passionnés de cet écosystème, voilà, en tout cas, pour moi, je trouve que l'écosystème de Berachain est vraiment plus riche. Mais, et du coup, ça me fait m'interroger sur pourquoi le price action du SUI est aussi bullish comparé à d'autres. Bon, après, Ripple et Cardano Oui, non, mais pourraient voilà, se non, mais c'est demander la ça. même chose. Non, mais ouais, je suis entièrement de cet avis aussi. Mais voilà, en tout cas, ouais, pour moi, donc, en gros, donc, le mainnet de Berachain, il devrait sortir dans les 2 semaines, pour moi. On a vu que le fondateur de Berachain avait mis un post sur Twitter hier et aujourd'hui en disant que cette semaine allait être assez importante. Du coup, là, pour moi, je peux. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Je pense que le mainnet est très proche. Et
Et alors, je ne sais pas si je suis aussi bullish que Pacher sur le fait que le jeton Bera sera dans le top 10. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je le vois dans le top 20. Ah oui, quand même. C'est énorme. Ouais, clairement. Ouais. Sachant qu'on a une grosse force, Beacon et moi, contrairement à beaucoup de personnes qui créent du contenu sur X, c'est on s'est pas spécialisé dans un écosystème en particulier. On en a exploré plusieurs au cours des derniers mois, des dernières années. Et moi, je trouve que ça nous donne beaucoup plus de recul et un point de vue, j'estime, beaucoup plus objectif que les maximalistes qui sont à fond sur un écosystème et qui te disent que leur écosystème c'est le meilleur, alors qu'ils sont jamais allés explorer d'autres layer 1, d'autres layer 2, voir tout ce qui se construise, voir la richesse de l'écosystème, la richesse des communautés, les projets, le talent des fondateurs. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette approche par écosystème dans notre contenu et qu'on a recréé dans notre Discord, qui était l'approche de Beacon d'ailleurs initialement. Et ça nous permet du coup d'avoir beaucoup plus d'éléments de comparaison entre les différents projets qui arrivent et du coup de pouvoir un peu jauger plus efficacement, je pense, à quel point un écosystème est bullish ou pas. Donc ce sera intéressant de revoir cette discussion dans 6 mois, dans un an, pour voir si nos calculs étaient bons. Bah, c'est sûr qu'après, si toi, tu passes ton temps dans un écosystème ou que tu as de la crypto de tel ou tel projet, même inconsciemment, tu risques d'être biaisé. Alors que si, on va dire, tu arrives à être agnostique un petit peu et à être en capacité de regarder et de creuser un peu beaucoup de projets différents, tu vas pouvoir aussi te faire une idée et une idée un peu plus critique que si tu restes focalisé uniquement sur un écosystème, évidemment. C'est sûr. J'avais eu un débat il n'y a pas Parce longtemps qu'en fait, concrètement, Aptos Maxi qui me disait que Berachain, ça dépasserait jamais Aptos. Je lui ai demandé de me citer un seul projet sur Berachain, il était incapable de m'en parler d'un seul, tu vois. Donc c'est un peu drôle de se faire des points de vue aussi forts sur un sujet qu'on maîtrise pas, et c'est là où nous on a un peu de recul, tu vois. Et tu voulais dire quelque chose, Beacon? ouais, non, ce que je voulais dire, ouais, c'est que concrètement, en fait, ce qui fait le potentiel d'un jeton d'une blockchain aujourd'hui, je pense que ce sont les projets en fait qui se construisent sur cette blockchain. Et, euh, et comme disait Pacher, en fait, j'ai passé 2 ans, en fait, donc les 2 dernières années là, à éplucher quasi tous les écosystèmes, les Starknet, les Base, etc. Et en fait, sur BeraChain, alors bon, après, on va vous rendre un peu addict à cette blockchain, mais en fait, il y a vraiment des builders qui sont passionnés. Et surtout, en fait, il y a une quantité de projets sur lesquels vous pouvez passer du temps et vous dire que c'est bien. Qu'en fait, là, moi, je vois pas en fait comment on peut avoir un avis négatif en fait. Si vous deviez nous citer d'ailleurs 3 projets pour vous intéressants à suivre sur Berachain, ce serait quoi? Alors en fait, ouais, une petite alpha. Enfin, non, c'est pas vraiment une alpha, mais Allez, en on veut fait, de l'alpha. euh, avec Pacher, là, ça fait 6 mois du coup là qu'on s'est positionné sur les NFT de cet écosystème. Et moi, je pense pas qu'il soit trop tard en fait pour se positionner. C'est-à-dire que vous pouvez suivre les mints des NFT de Berachain. Donc, par exemple, il y en a un qui est aujourd'hui là. Typiquement, si vous aviez creusé un petit peu il y a quelques jours, c'était encore possible de se positionner. Je ne sais pas comment le NFT va performer, mais pour moi, c'est relativement simple, en tout cas, encore aujourd'hui, de rentrer donc, sur des projets early. Et donc, par exemple, si vous aviez obtenu une whitelist pour le mint d'aujourd'hui, je ne trouverais pas ça déconnant, entre guillemets, de voir un 1 x 5.
puisque c'est la performance moyenne en fait qu'on a faite depuis 6 mois sur les NFT. Et donc tout ça pour dire qu'il y aura d'autres mints de NFT qui vont arriver dans les prochaines semaines, et que si vous n'êtes pas encore positionné dessus, c'est encore possible. Ok. Pareil, hein, toujours pas des conseils en investissement. Bien Faites sûr, attention bien sûr. sur quoi vous vous positionnez. D'ailleurs, comment est-ce que enfin, vous discutez avec les créateurs des projets et des collections de NFT pour savoir si c'est sérieux? Est-ce que le fait qu'un projet ait une roadmap est important? Qu'est-ce que vous regardez un petit peu pour savoir si ça vaut le coup ou pas de jeter un coup d'œil? Et c'est quoi vos red flags, entre guillemets, qui vous disent, oh bah non, ce projet-là, je vais pas m'y intéresser parce que dès que vous voyez ça, vous vous dites pas intéressant ou risque d'arnaque. Ouais, du coup, donc ça fait 2 ans en fait hein, que je fais ça. Donc, je commence toujours par la page Twitter du projet. Sachant qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en fait, il y a un certain nombre de projets qui ne s'embêtent pas en fait avec les photos de profil, etc. Ils mettent simplement un screen qui a été généré avec ChatGPT. Et ça, voilà, quand vous avez l'œil, vous le voyez tout, enfin là, c'est en 3 secondes. Du coup, voilà, enfin ça pour moi c'est un red flag. Euh, Ensuite, je regarde donc en fait le nombre de personnes qui suivent le projet, voir si il y a des personnes que je connais personnellement qui suivent ce projet. Euh, Ensuite, je regarde si le projet il est dans la narrative actuelle ou pas, puisque ça m'est déjà arrivé, si vous voulez, de rentrer de manière un peu dégène, entre guillemets, sur des projets qui, moi, je trouvais un peu moyens en façade. Mais si le projet rentre dans la narrative, en fait, vous avez quand même la possibilité d'avoir une performance plutôt bonne. Mais bon, voilà, enfin, ça, c'est pas du tout un truc que je conseille parce que voilà, c'est vraiment un niveau un peu plus avancé, quoi. Et les narratifs, d'ailleurs, ça évolue tellement vite. On a eu là en quelques temps les mêmes coins, les agents d'intelligence artificielle. Et puis là, on retourne peut-être, en tout cas sur les mêmes coins, mais de personnalités publiques potentiellement depuis le lancement de Trump et de Melania. Comment vous arrivez à détecter une narrative et son potentiel? Vous utilisez des outils ou vous regardez un peu le sentiment qu'il y a globalement sur X? C'est Ouais. quoi? En fait, ce que je regarde, en fait, je suis au moins 3 4 fois par jour sur CoinGecko. Je regarde la performance des coins. Tout simplement, vous avez la possibilité en fait, de classer les coins par performance. En gros, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde le top 100 et le top 200 et la performance du jour et de la semaine en cours. Si je vois que des jetons, donc là actuellement en fait on est en plein dans l'IA. Si je vois que aujourd'hui il n'y a que des jetons de cette narrative qui ont fait voilà plus 5%, plus 10%, plus 15%, je me dis que les investisseurs donc, ont encore faim pour cette narrative. Et à ce moment-là, ça me gêne pas de me positionner en fait sur ce type de jeton. Ok. Et tout simplement en fait. Hein, enfin, Et vous utilisez des outils, c'est ça aussi pour voir un petit peu, parce qu'il y a Kaito ouais, qui est très Kaito. Hein. connu pour avoir un peu la part d'attention sur X selon telle ou telle narrative. Donc je ne sais pas si ça vous utilisez. Ils ont d'ailleurs lancé un système de points aussi avec appelé des YAP en fonction de vos contributions, des personnes qui vous suivent. Est-ce qu'ils les considèrent comme étant smart ou pas? Et je crois que d'ailleurs, Pacher, tu as obtenu ton premier YAP, il me semble, il n'y a pas longtemps. Donc, Effectivement, félicitations. avec après quelques semaines d'incompréhension. Ouais, non, Kaito, c'est un excellent outil. Nous, après, je t'avoue que
autant que possible, avec Beacon, on aime arriver sur les écosystèmes bien avant que Kaito s'y intéresse. Tu vois, genre tous les protocoles qui sont listés dessus, on n'est pas forcément à fond sur tous parce qu'il y en a quelques-uns qui nous intéressent moins que d'autres. Mais tous les gros protocoles qui sont sur Kaito, nous, ça fait un moment qu'on s'y intéresse. Et le principe, c'est d'arriver suffisamment tôt pour pouvoir se positionner vraiment early. Et d'ailleurs, je rajoute un truc sur comment identifier les très bons projets. Nous, idéalement, on regarde aussi beaucoup les connexions que le projet peut avoir avec l'écosystème dans lequel il est implanté. Par exemple, que ce soit sur Berachain, sur Movement, sur Monad, sur Story, peu importe. Est-ce que le projet qui se lance est en relation avec des OG de l'écosystème? Est-ce qu'il est en relation avec d'autres gros protocoles blue chips de l'écosystème? Est-ce qu'il est en relation avec la core team de l'écosystème, voire poussé par la fondation? Et déjà, rien que ça peut donner un excellent ressenti sur le potentiel d'un projet, à savoir est-ce qu'il va être supporté en fin de compte par l'écosystème ou pas. Il y a des très bons projets pour lesquels c'est pas le cas, mais généralement, ça nous arrive, tu vois, d'identifier des projets assez tôt. On a très peu d'infos, on sait juste qu'il y a une page Discord avec un rôle à choper. Et bah, juste parce qu'on sait qu'il y a le fondateur de telle blockchain qui le suit, on va potentiellement s'y intéresser, aller écrire au mec pour avoir plus d'informations. Et c'est aussi comme ça qu'on détecte un peu les pépites en avant-première. Après, il n'y a pas besoin en tant qu'investisseur personnel d'aller dans ce niveau de récolte d'infos, mais c'est généralement un très très bon indicateur aussi. Ok. Et justement, tu reparles de Story, là, tu nous en as parlé un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce projet et pourquoi est-ce qu'il est intéressant selon toi? Je crois qu'ils ont levé aussi 150 millions d'euros il n'y a pas longtemps Ouais, en série A. Donc pareil, c'est un des projets qui a aussi énormément levé. exactement. Bah, Story, c'est un des plus gros lancements de l'année, tout comme Berachain, Movement, Monad et Hyperliquid. C'est les très gros Layer 1 qui se lancent cette année. Story, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont levé beaucoup d'argent. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Story, c'est que le projet répond à un vrai besoin à la fois dans l'écosystème crypto, mais aussi dans le monde réel. C'est un layer 1 qui est centré autour de la propriété intellectuelle, donc les créations de l'esprit humain, que ce soit du texte, de la musique, de l'art, des créations quelles qu'elles soient. Story permet en fait d'inscrire l'IP, la intellectual property, directement sur la blockchain et donc derrière de l'échanger, de la déposer sur des protocoles et donc de la monétiser. Pour les créateurs, c'est hyper intéressant. Et là où en fait il y a un levier énorme pour Story, c'est que toutes les créations d'intelligence artificielle peuvent être considérées comme de la propriété intellectuelle. Et le fondateur de Story, qui est extrêmement bon et très 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 à l'écoute de sa communauté, il passe beaucoup beaucoup de temps sur X et d'ailleurs il passe aussi beaucoup de temps sur Kaito, Kaito dont tu parlais juste avant. Le fondateur de Story estime que d'ici 10 ans, 99% des créations de toutes les créations sur Internet seront faites par intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, ces créations, il sera possible de les échanger et de les monétiser directement sur la blockchain via Story. Donc c'est ça la proposition de valeur. Et moi, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, l'écosystème qui se crée derrière, c'est un écosystème de plein de protocoles qui sont centrés autour de ce besoin et ça rend le truc particulièrement innovant par rapport à tous les autres écosystèmes et donc tous les autres projets qui ont généralement des copier-coller. Par exemple, tout à l'heure, tu nous demandais les top projets qu'on anticipait, par exemple, sur Berachain. Berachain, moi, il y a un projet que j'aime beaucoup, c'est Beradrome. Beradrome, c'est le schéma classique du VE33, donc du vélodrome, aérodrome, mais repris sur Berachain. Moi, je suis persuadé que Beradrome va très bien fonctionner. Je suis très bullish dessus parce que le mécanisme se prête très bien au proof of liquidity, qui est donc propre à Berachain. Donc, je pense que ça va être un protocole qui va très bien fonctionner, mais ça reste une copie d'un concept existant. Alors que sur Story, il y a quasiment que des nouveaux concepts parce qu'en fait, toutes les applications, elles sont très liées
enfin, elles sont 100% liées à la propriété intellectuelle. Elles sont aussi très liées à l'intelligence artificielle. Et comme on le sait, c'est un des piliers de ce cycle, toute la narrative IA et tous les dérivés. Et en fait, Story va servir de levier énorme à l'intelligence artificielle. Et ils sont en partenariat avec les plus grosses entreprises de l'IA. Et d'ailleurs, ils vont normalement intégrer tous les plus gros agents IA du marché aujourd'hui, qui pourront potentiellement communiquer directement via la blockchain et s'échanger leurs propriétés intellectuelles. Et donc, tu peux avoir Elisa et Cerebro qui s'échangent de la personnalité. Tu vois, vu qu'ils s'échangent leurs propriétés intellectuelles, ça peut être n'importe quoi, tout ce qu'ils ont créé, étant donné que ces IA ont créé, ces agents ont créé leur propre personnalité. Ils peuvent s'échanger tout et n'importe quoi, ils pourront communiquer, ils pourront s'échanger de la valeur en direct sur la blockchain. Et en fait, on ne se rend pas compte des applications que ça peut avoir, mais les promesses sont vraiment très belles. Et du coup, je trouve que c'est une très belle avancée, c'est un très beau pas en avant en termes d'utilisation de la blockchain et de levier sur l'intelligence artificielle. Ouais, en fait, ils veulent faire un marché de propriété intellectuelle où les agents IA, les intelligences artificielles, peuvent s'acheter en fait la propriété de l'autre. Et on pourrait imaginer, comme tu disais, un Elisa qui achète une création de Cerebro pour l'utiliser pour tel ou tel modèle ou pour faire telle ou telle chose. Et on Exactement, pourrait le même tout imaginer. nativement sur la blockchain. C'est Mm. assez stylé. Et on pourrait imaginer à terme que l'argent que paye Elisa à Cerebro soit redistribué aux détenteurs du token Cerebro comme étant des sortes de royalties, quoi, ou des Exactement, ouais. dividendes. Intéressant, intéressant, intéressant. Et vous avez parlé de movement aussi, et je voudrais qu'on parle aussi un petit peu d'abstract qui va se lancer très bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces écosystèmes-là? Bah écoute, on en pense du bien. On en pense du bien. C'est pas... Il y aura des opportunités à aller chercher. Je pense que Beacon a des choses à raconter par rapport à ça. Ouais, du coup, sur Movement en particulier, j'ai créé une collection de NFT euh, avec des écureuils. Le but, donc, c'est de faire en gros un free mint. Et donc, tout ça va se passer sur le mainnet de Mouvement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement ce que c'est Movement? Parce que c'est un concurrent à Sui, enfin concurrent, oui, en tout cas, ils utilisent le même langage que Sui ou Aptos. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Euh, En gros, donc, il faut savoir que Facebook avait créé un langage euh, et, euh, et je Le crois Move. que c'est, ouais, tout à fait, le Move. Et je crois que c'est, alors c'est pas la SEC. Enfin, en tout cas, ouais, ils ont eu une contrainte au niveau juridique. C'était pour le lancement de Libra qu'ils ont Ouais, reçu voilà, en tout à fait, c'est VN, et ça, ouais. donc C'est ça. ils ont dû couper tout ça parce que les États se sont affolés et ont Voilà. eu peur de perdre leur monopole de création monétaire là-dessus, enfin pas forcément création, mais en tout cas de la monnaie, et donc ils ont mis un terme à cette expérimentation-là. Exactement. Et donc les projets de Sui et de Aptos ont repris ce langage. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir quand même que la capitalisation de ces projets depuis, donc là, ça fait 2 ans qu'ils sont sortis, ils sont toujours dans le top 100 et dans le top 50 même. Donc on peut dire que leur valeur se tient très bien. Et Mouvement donc, qui a repris cette technologie-là pour créer leur propre projet. D'ailleurs, ils travaillent en collaboration avec Aptos et Sui. Et, et voilà. Et donc, le mainnet du projet devrait être live d'ici 1 à 2 semaines. Il y a déjà une dizaine de projets qui seront live. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, comparé justement aux écosystèmes de Sui et Aptos, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a notamment des rumeurs
que Curve pourrait se déployer sur Mouvement. Ça serait une grande première. Cette année, on a vu que AAVE s'intéressait à Aptos, ce qui est quand même vraiment pas rien. Et du coup, on pourrait imaginer éventuellement un déploiement de AAVE sur cette blockchain, enfin, ça serait vraiment dingue, quoi. Euh, Et parce que donc sur Movement, il y a déjà eu un airdrop, je crois, pour les utilisateurs donc, du testnet. Tout à fait. Testnet, c'est le réseau de test, en fait, pour voir un petit peu si le réseau, pour anticiper un peu le nombre de transactions, pour voir si le réseau tient la charge, pour ensuite le passer, on va dire, en mainnet. Et donc il y a déjà eu un airdrop sur le testnet, et là, potentiellement, il y aurait un éventuel second airdrop, ou en tout cas, est-ce que vous avez une idée de comment ça se passerait? Ouais, moi je pense que il va y avoir un airdrop. Alors en fait, on a peu d'informations encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient prévu 10% de la supply totale pour les utilisateurs de ce testnet. Ce qui est quand même vraiment pas négligeable comparé notamment donc, aux airdrops de Sui et de Aptos. Sui, c'était une pre-sale sur différents. Enfin, en gros, c'était un peu compliqué de se positionner. Enfin, ils n'ont pas fait un airdrop classique. Et Aptos, ils ont fait un airdrop un peu comme mouvement, mais de la même manière, ouais, c'était un peu compliqué de se positionner. Donc il Donc fallait là, mint un NFT, il me semble, sur Aptos pour être éligible à l'airdrop. ouais. Mais il me semble que l'airdrop a quand même en valeur au dollar, je crois que ça représentait quand même plusieurs milliers de dollars au moment de la sortie. Oui, oui, tout à fait. En fait, ils avaient notamment fait un airdrop pour les validateurs. J'avais un ami avec qui je l'avais fait et ouais, j'avais touché, c'était entre 1000 et 2000 dollars. Donc, voilà, enfin, c'était quand même pas mal. Euh, et donc là, sur Mouvement, donc ce qui est intéressant, c'est que, donc, alors effectivement, donc, ils ont fait le airdrop pour les utilisateurs du testnet. Par contre, pour les utilisateurs du mainnet, pour moi, là, vous avez encore la possibilité de vous positionner. Et comme je le disais un peu plus tôt, vu la valorisation de Aptos et de Sui qui sont dans le top 50, là, de mémoire, Mouvement, c'est dans le top 70, je crois. Donc, on pourrait éventuellement voir une appréciation encore pour le jeton. Et du coup, le airdrop pour les utilisateurs du mainnet, si vous vous positionnez aujourd'hui, pour moi, ça pourrait être encore intéressant, quoi. Parce que après, ce qu'il faut regarder aussi, alors après, on dit souvent FDV is the même en bull Mm. run. Donc la FDV, c'est ce qu'on appelle la fully diluted value. Ouais. C'est en fait la capitalisation totale de la crypto si tous les tokens étaient en circulation. Parce qu'il y a beaucoup de projets, dont notamment le projet de Trump. Enfin, le projet, c'est peut-être un grand mot, on va plutôt appeler ça la crypto ou le même coin de Trump qui s'est lancé ce week-end, qui a mis en circulation seulement 20% de ces crypto-monnaies totales, de ces tokens au total. Donc il y a encore 80% qui sont pas en circulation. Et là, même si le token est monté 19e, c'était basé uniquement sur les 20% de tokens en circulation. Et si on se basait sur la quantité totale de tokens en circulation, je crois que le projet rentrait dans le top 10, voire peut-être même dans le top 7, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, donc moi-même, en fait, je pense que le but de Trump, hein, clairement, c'était de créer un gros pump. Et donc, évidemment, plus la market cap disponible du jeton est petite, hein, et plus la possibilité pour le token de pump est grande. D'ailleurs, Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, du token de Trump? Est-ce que ça change un peu votre vision du marché, de l'écosystème et des mois à venir? Alors déjà, est-ce que vous avez, et puis aussi, est-ce que vous avez joué un petit peu les mêmes coins? Est-ce que vous êtes positionné sur certains mêmes coins? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant?
Bah écoute, moi je suis pas trop fan de la démarche. Moi, j'aime pas le signal que ça envoie. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui étaient très, très contents du token de Trump, qui trouvaient que c'était génial parce que, c'est très bon signe pour la crypto. Le message envoyé est hyper fort. Ça veut dire que les meme coins et la crypto, c'est validé par le président des États-Unis d'Amérique. Moi, je trouve que le signal envoyé, c'est que c'est OK, ça n'a aucune répercussion de lancer un token à 80% avec la supply contrôlée par un seul wallet. Moi, je trouve ça désastreux. Après, certes, effectivement, le message envoyé est très bon pour la crypto, parce que ça veut dire que Trump confirme son intérêt pour le secteur, mais pour moi, il n'avait pas besoin de lancer un meme coin centralisé pour ça. Bon, après, c'est des débats, peu importe. Par contre, c'était assez affolant de voir à quel point le token a aspiré la liquidité. Et je suis surtout, moi, très, très surpris de l'effet du second token derrière de Melania, qui a remis un coup de massue à toutes les autres capitalisations, et notamment les plus grosses. C'était assez fou de voir même l'Ether bouger à ce point. Et malheureusement, bah, ce qui me faisait peur de voir un premier token lancé par Trump, le Trump, de voir à quel point c'était possible de lancer un token sans aucune répercussion contrôlée, bah, ça s'est répliqué le lendemain et du coup, moi, ça m'a pas mis trop de bonne humeur. Surtout parce que c'est pas malheureusement l'écosystème dans lequel j'aurais aimé évoluer. J'aurais bien aimé que le message soit un peu plus sérieux et rigoureux, on va dire, que de lancer des tokens contrôlés à ce point par une entité juste pour la spéculation. Moi, ce qui me fait peur, pour dire les choses clairement, c'est que ça incite n'importe qui, n'importe toutes les célébrités de la Terre à répéter l'opération et qu'on considère que ce soit normal. Mais malheureusement, c'est la crypto. Le principe de la crypto, c'est qu'on fait ce qu'on veut et que les gens font ce qu'ils veulent avec. Donc, si les gens ont envie d'investir là-dedans, ils le feront. Ouais, c'est effectivement un des risques, je pense. On va avoir fleuri un nombre de nouvelles crypto-monnaies lancées par des personnalités, notamment aux États-Unis. En Europe, il y a peu de chances, vu que Ouais. quand même, on régule plutôt pas mal. Et j'espère que ça va pas être utilisé pour réguler encore davantage et potentiellement faire fuir les entrepreneurs ou ceux qui innovent. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le nombre de nouveaux tokens va être monstrueux et j'ai peur que ça aspire effectivement une énorme partie de la liquidité qui aurait dû enfin, qui aurait pu se rediriger en tout cas vers des projets un peu plus intéressants comme ceux qu'on évoque depuis tout à l'heure et qu'au final, on se rende compte que pour la majorité des gens, les crypto-monnaies ne sont qu'un casino à ciel ouvert et le seul objectif étant de s'amuser et d'essayer de gagner de l'argent en rigolant et qu'au final, tout ce qui est technologique ou même idéologique, parce que j'ai vu Michael Saylor qui a fait un message un peu assassin sur X en disant qu'il ferait mieux de s'intéresser à la réserve stratégique de Bitcoin plutôt que de lancer son meme coin, bah, passe un petit peu en second plan, quoi. Après, le casino à Mhm. ciel ouvert, on y est déjà, mais on l'a déjà vu avec les meme coins toute l'année. Là, c'est quand même les 80% de la supply sur un wallet. Pour moi, c'est pas acceptable. Ouais, et puis enfin, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de débutants qui ont mis des sous quand le token Trump et celui de Melania étaient hauts et qu'ils ont perdu des sous. Enfin, C'est c'est sûr. sûr, c'est sûr. L'achat en carte bleue, c'est pas pour rien qu'ils le proposent sur le Ouais, c'est système. ça, mais enfin, je trouve ça tellement nul. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'on va avoir énormément de tokens et de meme coins de personnalités qui vont fleurir. Et je me dis que s'il y a peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être un moment intéressant de se positionner dans ces périodes où toute la liquidité elle part sur ces crypto-monnaies-là qui n'ont aucun but si c'était spéculatif, pour se positionner sur soit des meme coins qui sont plus communautaires. Et donc, je me dis que peut-être une partie de la communauté va se dire qu'au final, enrichir des personnalités déjà riches, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, participer à un projet communautaire comme le Doge ou d'autres crypto-monnaies est peut-être un peu plus sympa, en tout cas d'un point de vue utilisateur et humain. Et donc, il y a peut-être des entrées intéressantes sur les mêmes coins, mais pareil, pas de conseil en investissement. Les mêmes coins et de manière générale, la crypto-monnaie est extrêmement spéculatif. Et c'est vrai que ça renforce quand même une partie
des bitcoins maximalistes qui disent Bitcoin, notre crypto, quoi. En fait, il y a le Bitcoin, et plus loin, il y a toutes les autres crypto-monnaies, on va dire. Mm. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de voir si, parce que donc là, ça fait entre 1 à 2 mois que on parle que de l'intelligence artificielle, sachant que les 3 mois avant, on avait une grosse période sur les meme coins. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement si le jeton de Trump va relancer une narrative sur les meme coins. Pour être tout à fait honnête, moi, je n'espère pas. Parce que, en fait, enfin, c'est pas super intéressant en vrai. Et il y avait même eu un message dans ce sens-là de CZ qui avait dit il y a 3 mois, je crois, bon, est-ce que ça serait pas bien qu'on passe à autre chose, quoi? Parce que, enfin, Ouais, c'est sûr que c'est pas quand tu te mets du point de vue de quelqu'un qui développe des projets dans l'écosystème, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu du bruit un peu nuisible, toutes ces choses-là. Mais, et d'ailleurs, vous parliez, donc, la majorité des projets qu'on a abordés ou des blockchains, c'est des layers 1. Mm. Et pendant un moment, on parlait de la fin des layers 1. Quel intérêt de relancer des layers 1 alors que maintenant il y a Ethereum, il y a les layers 2. On parle tout le temps de l'Ethereum killer. Donc Solana s'est lancé comme Ethereum killer, a plutôt bien réussi. Maintenant, on parle de Solana killer. Comment vous voyez le futur? Vous pensez que il y a de la place pour tout le monde, pour toutes ces blockchains-là? Ou vous voyez quand même une majorité de ces blockchains qui se lancent mourir à terme pour potentiellement ou renaître comme Layer 2 sur Ethereum ou d'une autre manière? Écoute, moi, mon hypothèse, justement, c'est que le marché, globalement, va se rediriger vers les trucs nouveaux, brillants, avec des nouvelles promesses. C'est pour ça que je pense que le top 10 ou le top 20 va bien changer. Et je m'attends, on verra si ça se réalise, je m'attends à voir Aptos et Sui perdre beaucoup de vitesse avec les lancements de Bera, Movement, Monad et Story. en Ça me fait, paraît- ouais, ouais. En fait, enfin, j'avais eu cette discussion avec une personne hier. Je pense qu'en fait, à partir du moment, parce que, enfin, en gros, là, le problème, c'est que sur Sol, en fait, il n'y a pas, enfin, en tout cas, il y en a moins de airdrop. Ce qui fait que les personnes sont moins incentivisées en fait à rester sur la blockchain. Alors là en gros, là aujourd'hui, tu as 90% de l'activité qui se passe sur Sol. Euh, mais le truc, c'est que dans les prochaines semaines, vous avez donc des gros écosystèmes avec des gros jetons qui vont être live. Et du coup, vous aurez une incentivisation à aller sur ces blockchains-là. Et justement, donc, bah, tout le rôle en fait de ces blockchains va être de savoir comment et est-ce qu'elles vont réussir à incentiviser correctement les personnes pour qu'elles restent. Et pour moi, en fait, enfin, en fait, plus que est-ce qu'il va y avoir d'autres blockchains qui vont réussir à percer, etc., je pense que, il y aura toujours une rotation, enfin, en tout cas pour les 2 ans à venir, il y aura toujours une rotation en fait. Les personnes vont toujours farmer des airdrops. Voilà, on a vu que Pasher il s'est mis extrêmement bien sur Hyperliquid. Pour moi, je pense qu'il y aura des plays comme ça à faire dans les années à venir, enfin sur les 2 ans là, qui vont venir. Et, et je pense que Ethereum et Solana vont rester, mais que voilà, il y aura d'autres choses à faire. D'ailleurs, c'est quoi vos plans pour les prochains mois, prochaines années? C'est quoi sortir définitivement de l'écosystème crypto? C'est tout basculer en Bitcoin? C'est rester comme ça? Vous avez un plan de sortie? J'ai lu que Pacher, tu parlais d'exit totalement en 2025. Est-ce que c'est vrai? On sort jamais vraiment Ah, de la on est, crypto. on est fatigué. Non, non, on sort jamais de la crypto, clairement. Non, là, je suis fatigué d'Ethereum. Je suis fatigué de sous-performer avec mon bac d'Ethereum. Heureusement, j'ai investi
dans pas mal de NFT, donc ça me fait du levier sur Ether. Je prends du coup beaucoup plus de risques, mais heureusement, mais je suis fatigué de sous-performer mes Ethers par rapport à Solana et Bitcoin. Non, bah moi, je m'attends personnellement, ça me regarde, hein, chacun sa stratégie de sortie. Moi, je suis persuadé qu'on a un top en 2025. Quand, c'est toute la question, personne ne le sait. Mais j'ai deux hypothèses assez fortes, mais je pense qu'on a un top en 2025. Mon objectif, c'est fin 2025 d'avoir que du stable. Et je pense que petit à petit, je rachèterai Bitcoin Ether et surtout Bitcoin. Enfin, je vais racheter surtout du Bitcoin, peut-être autour de 2026-2027, selon les opportunités qu'il y aura. Je sais qu'il y aura des opportunités de farming, je sais qu'il y aura des opportunités d'investissement, même dans les prochaines années. Mais moi, alors il y a plein de gens qui pensent, qui disent que c'est fini, que la cyclicité est terminée. Moi, je suis persuadé que c'est pas le cas. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne le sait, donc on verra dans tous les cas. Mais moi, je pense que on repart sur un top de marché d'ici un an. Puis un cycle de bear, un bear market derrière, sur lequel j'ai prévu de ne pas être exposé. Mais évidemment, on va rester en crypto. On va rester en crypto, on est là. Je pense que je vais beaucoup moins m'éparpiller, me diversifier dans les prochaines années. Que là, c'était un peu le cycle d'exploration. Et je préfère pour les prochaines fois me concentrer sur quelques grosses positions. Mais voilà, après, on verra. De toute façon, la crypto, ça évolue tellement et tellement vite que c'est impossible de prévoir avec exactitude, hein. Ouais. Déjà, c'est dur de savoir ce qui va se passer dans une semaine. Mm. Donc, dans Ouais, un an, parce que le fait d'avoir plein de positions aussi, c'est que pour gérer et pour suivre tout ce qui se passe sur toutes les cryptos ou tous les projets sur lesquels tu es positionné, c'est extrêmement chronophage. Alors déjà, même quand tu es full-time, quand tu passes ton temps en crypto, c'est chronophage. Alors pour quelqu'un qui travaille à côté, c'est c'est clair. impossible, quoi. Et compte tenu de tout ce qu'on a dit, là, tous les discours très bullish sur certains projets, certains écosystèmes qui arrivent, quoi qu'il arrive, tout prendra très cher si on a un gros marché baissier dans les années à venir. Évidemment, nous, avec Beacon, on est exposé dans les NFT. Évidemment, on sait que ça va se casser la gueule un jour et que la question, ce sera où, quand, comment sortir. Mais évidemment, toujours bien, on n'oublie pas que la priorité, ça reste de prendre des profits quoi qu'il arrive, de ne pas chercher à vendre le top. Et c'est sûr que le marché va beaucoup changer dans les prochaines années. Et j'avoue que je me rends vraiment compte et que 2024 nous a prouvé que le Bitcoin, vraiment pour les gens qui n'étaient pas convaincus, moi qui avais surtout un gros bac d'Ether, heureusement j'avais du Bitcoin, 2024 nous a prouvé que le Bitcoin, ça restait le roi. Totalement. Je pense que je suis d'accord avec toi que Bitcoin restera de toute façon le roi. De toute façon, il y a ce même, quand on démarre la crypto, on achète du Bitcoin. Puis après, on pense qu'on va Ouais, faire x100, x1000 en allant acheter d'autres cryptos. Et puis après quelques années, on se rend compte qu'en fait, bah, il n'y a que exactement. Bitcoin, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et toi alors, Bitcoin, c'est quoi tes plans pour les prochains mois, prochaines années en Ouais, termes ouais, ouais. de sortie? Comme Pasher, en fait, enfin, comme tout le monde, hein, à mon avis, on cherche tous à choper le point bas et sortir en haut. Sauf que c'est très compliqué en pratique. Euh, on a vu que sur les dernières années, le top des cycles se faisait plutôt soit fin, soit fin février, soit mars, quoi, en gros. Euh, du coup, je pense qu'on pourrait un peu faire comme ça. Et en tout cas, si on a un mois de février extrêmement bullish, clairement là, je couperais une bonne partie, passer en stable, en Bitcoin. Et en fait, enfin, ça va plutôt dépendre en fait de la réaction du marché là, sur les semaines à venir, voir un peu comment ça se passe. Et j'avoue que, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais extrêmement bullish avant que Trump sorte ces mêmes coins là. Et j'avoue que là, je suis un poil perdu. Mais voilà, enfin, en fait, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que, en fait, tu n'en sais rien en fait. On espère juste que ça aura pas marqué le top.
ce C'est ça. lancement de même classe. Exactement, c'est ça. Ouais, non, vraiment, c'est ça. Ouais. Et ouais, à voir. Parce que pour le moment, pas de communication, en tout cas d'ordre exécutif sur les crypto-monnaies. Le marché attendait aussi un petit peu ça et donc a corrigé au lendemain de l'investiture de Trump. En tout Et cas, ouais, ce qui est sûr, c'est que comme Pacher a dit, voilà, enfin, moi, je pense effectivement que tout va prendre extrêmement cher une fois qu'on aura top, quoi. Donc, si vous êtes notamment sur des NFT, bah, il faut penser que c'est pas liquide, etc. effectivement, c'est ce que je voulais rajouter. C'est beaucoup moins liquide que le marché crypto. Donc, ouais, il faut faire attention de ne pas rester bloqué avec des NFT Exactement. qui ne valent plus rien, en fait. C'est ça. Et tout à l'heure, je voulais en parler, mais il y a aussi une stratégie qui peut être intéressante, c'est que, bah, notamment sur les Pudgy Penguins, on a vu leur prix multiplié par 2, 3 ou 4, je crois, en quelques temps. C'est aussi la stratégie de vendre avant l'airdrop en pensant que vendre son NFT on te rapportera plus que l'airdrop qui y sera associé. Bah, absolument. Et bah, c'est ce que j'ai fait sur un NFT la semaine dernière. Il y avait un snapshot pour un airdrop. Ça me saoulait un petit peu, entre guillemets, de gérer ce NFT. Du coup, j'en ai profité en fait de la hype pour sortir en fait. Mais Ok. ouais, Et d'ailleurs, donc tu disais tout à l'heure que tu lançais une collection de NFT. ouais, À quoi est-ce que va servir le NFT? S'il sert à quelque chose? C'est sur Movement, c'est ça, hein, si j'ai pas de ouais, bêtises. tout à fait, ouais, ouais. En fait, alors, du coup, pour ma part, donc là, ça fait ouais 3 ans que je suis dans le Web3. Je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, etc. Ce que je souhaite faire en fait avec cette collection NFT, c'est tout simplement essayer de faire un maximum de collaborations intéressantes pour les personnes donc, qui vont détenir ce NFT. Comme je le disais un petit peu plus tôt, en fait, il y a une vraie hype sur les NFT qui arrivent donc à négocier des collaborations avec d'autres projets qui ont une forte attractivité. Et en fait, aujourd'hui, les collections NFT, en fait, elles sont plus limitées. En fait, il y a quelques mois, voire années, lorsque vous avez une collection sur Ether ou une autre blockchain, cette collection NFT, elle faisait que des partenaires avec d'autres projets de cet écosystème. Là, on a vu récemment que d'autres collections NFT, quand elles sont sur un écosystème, ça les empêche pas de sortir. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant pour les holders des NFT. Si vous voyez qu'un projet commence à faire des collaborations avec d'autres projets qui sont eux-mêmes hype, ça sent bon, quoi. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Là, je suis en discussion avec plusieurs gros projets, donc que je vais pas encore teaser, mais je pense que les news, elles seront sorties entre cette semaine et la semaine prochaine. Euh, et donc voilà. Et en gros, Ok. l'idée va être de, euh, de créer donc des collaborations avec d'autres projets. Ok, ça marche. Et donc de créer une communauté et que cette communauté, elle mange bien, quoi, en gros. Hmm. Ok, bon, je vais essayer de vous négocier quelques waitlists pour les auditeurs. On en parlera après Beacon et ce sera la surprise Pas très bien. sur le compte X de Cryptos notamment. Suivez le compte. Le podcast devrait être publié le dimanche 26. Super. Euh, Est-ce que vous avez un autre sujet, vous, avant de terminer le podcast, que vous auriez bien aimé aborder? On a parlé un petit peu d'Abstract, qui doit se lancer aussi. En parlant de NFT, Abstract, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'objectif derrière, c'est vraiment de faire rentrer le plus de monde possible, le grand public. Et donc, pour faire rentrer le grand public, le fondateur, alors Luca Netz, qui a aussi racheté les Pudgy Penguins, mise beaucoup sur tout ce qui va être NFT, gaming, voilà, ce qui attire les gens, quoi. Ouais, c'est très bien résumé. Lucas, bah, c'est lui qui a relancé Pudgy.
Et étant donné que Pudgy, c'est énorme, moi je m'attends d'ailleurs à ce que ça devienne, d'ici fin 2025, que ça devienne la collection NFT numéro 1. Je pense qu'on aura des transactions à 6 voire 7 chiffres dans les prochains mois. Abstract, bah, tout simplement, déjà, ils ont la puissance de Pudgy. Donc, tous les gros partenaires, enfin, c'est très facile pour eux de négocier des partenariats avec tous les plus gros protocoles de toute la crypto pour la blockchain des Pudgy. Rien que ça, déjà, c'est un atout énorme par rapport à plein d'autres projets. Derrière, Lucas, il est hyper ambitieux par rapport à sa vision et on sait que sa vision d'onboarder plein d'utilisateurs et donc ils mettent plein de choses en place pour faire en sorte qu'Abstract ne soit pas une chaîne qui soit utilisée uniquement par les utilisateurs de la DeFi, mais derrière qu'il y ait des vraies applications vraiment reliées à des applications Web 2 et que le but final, c'est que les utilisateurs ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur la crypto, la blockchain. Pour le coup, ce n'est pas les premiers à avoir ce genre de proposition de valeur, mais potentiellement Lucas qui a déjà fait beaucoup d'argent par ses précédentes expériences en montant des entreprises traditionnelles dans le digital hors crypto, bah, on n'a un peu aucun doute il va travailler pour arriver vers cet objectif. Après, cela étant dit, moi, Abstract, donc j'y crois beaucoup, mais quelque chose qui me déplaît, c'est à quel point c'est pas du tout accueillant. L'écosystème est vraiment pas du tout accueillant. Bah moi, j'ai tenté de rentrer en contact avec plein de projets, comme on le fait depuis des mois sur tous les écosystèmes. Et pour le coup, avec Abstract, je me suis pris un mur. C'est absolument impossible de connecter avec les fondateurs des gros projets de l'écosystème. Ils restent entre eux. À partir du moment où tu n'es pas partenaire Abstract, c'est très très difficile de ne serait-ce que d'obtenir une réponse. Et en fait, en tant qu'utilisateur, en tant que user moyen qui est tout seul sur X et qui veut choper des whitelists, c'est absolument infaisable. C'est Ouais. impossible d'obtenir une whitelist d'une grosse collection NFT de tous les gros mints à venir parce que la demande est trop forte et les projets, du coup, se permettent de les distribuer à leurs partenaires très proches. Et ça a rendu mon expérience assez frustrante. Et en tant qu'utilisateur, j'avoue que ça m'a pas donné envie de m'investir dans l'écosystème, tout simplement parce que je ne peux pas. Donc après, Abstract, le mainnet devrait être live d'ici une semaine ou deux, d'après les rumeurs et Après, ils ont annoncé janvier. Ouais, voilà, ils avaient annoncé janvier, donc là, il va falloir se dépêcher. Mhm. Dans tous les cas, ça arrive, mais il y aura beaucoup, beaucoup d'opportunités, c'est clair. J'ai aucun doute que la blockchain va marcher, que le réseau va marcher. Après, mon interrogation, c'est déjà, ça fait des mois qu'ils disent qu'ils sont anti-farmers, qu'ils détestent les farmers, qui ne veulent pas des farmers, et mine de rien, ils viennent d'annoncer leur programme d'XP. Donc finalement, C'est pas des points. c'est De pas des l'XP. points, c'est de l'XP, c'est autour des XP et des badges. Donc ça nous a teasé un système révolutionnaire pendant des mois, tout ça pour lancer de l'XP et des badges. Donc ça pour moi c'était assez incohérent avec le reste du discours qui était absolument anti-farmer, alors que annoncer un programme d'XP, on sait très bien que c'est pour attirer des utilisateurs, attirer des farmers. J'ai aucun problème avec ça. Moi, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'aurais interagi avec Abstract. Ça me dérange pas du tout qu'ils fassent un programme d'XP ou un programme de points, peu importe. Mais ce qui me dérange, c'est l'incohérence avec le discours qui a pendant des mois été anti-farmer. Donc, ils sont anti-farmer, sauf quand il faut booster leurs stats pour avoir plus d'utilisateurs et plus de TVL. Là, dans ce cas-là, évidemment, les farmers, ça dérange pas. Donc, j'étais assez déçu de ça. Et deuxièmement, ils veulent être la blockchain qui onboard the next billion of users. Donc, ils veulent attirer 1 milliard d'utilisateurs. Sauf que quand on voit l'engouement qu'a eu le token Melania qui a fait cracher la blockchain Solana, j'ai un peu des doutes sur est-ce que Abstract serait capable techniquement de supporter autant d'utilisateurs. Et là, ça reste à prouver. Donc, c'est bien d'avoir des promesses. Je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose de gros. Mais pour l'instant, ça reste à voir. Ouais. Puis moi, ce qui m'a un peu fatigué sur Abstract, c'est tout ce système de whitelist. C'est vrai que là,
un peu comme les points, au bout d'un moment, les whitelists, c'est fatigant. Donc les Ouais, whitelists, c'est je suis d'accord avec ça. comment faire pour obtenir le droit de minter une collection de NFT. C'est toujours pareil, aller sur des Discord, faire des tâches, faire de C'est l'activité. vraiment fatigant. Enfin, si t'es pas full-time crypto et même full-time crypto, Et même, enfin, je t'ai dit, les plus grosses collections, même en tant qu'utilisateur, moi, j'ai pas réussi à en obtenir. Alors que pourtant, j'ai passé des journées sur Discord. Il faut être en fait un top artiste qui fait du contenu, qui fait que ça, que des dessins pour obtenir à terme une whitelist d'un projet NFT. Pour moi, c'est pas intéressant d'aller se positionner maintenant, ça prend beaucoup trop de temps. Et du coup, ça rend le réseau pas accueillant. Alors que tu prends Berachain, comme on disait tout à l'heure avec Beacon, là, aujourd'hui, tu peux te chauffer à suivre les prochains projets qui arrivent. Tu regardes les prochains mints de NFT un peu hype de bons projets. Tu peux très facilement trouver une whitelist à travers un partenaire qui en distribue. Donc, même si tu arrives aujourd'hui sur Berachain, qui est à mon sens plus gros qu'Abstract, et bah pour le coup, tu as toujours des opportunités, tu es toujours accueilli en tant que nouveau dans l'écosystème. Sur Abstract, c'est pas faisable. c'est sûr que si tu veux onboarder 1 milliard d'utilisateurs et que tu es là à distribuer 100 whitelist par-ci par-là, bon, va falloir changer le système, hein. C'est sûr. Ouais, et puis ce qui est un peu énervant, je pense qu'avec Pasher, on a aujourd'hui la capacité et le recul de voir qu'il y a certains comptes Twitter qui ont réussi à négocier des whitelists. Et en fait, quand tu regardes qui gère ces comptes Twitter, c'est douteux, quoi. Enfin, t'as énormément de comptes sur Twitter en fait, qui ont monté en nombre de personnes qui les suivent avec des bots, etc. Et donc voilà, enfin, en gros, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de comptes Twitter qui ont réussi à avoir des whitelists. Et en fait, tu les as jamais vus. Ils sortent de nulle part. Et toi, tu te fais ghost. Enfin, tu te fais. En gros, tu as des projets qui te répondent pas. Par contre, ils ont donné des whitelists à des comptes qui sont un peu douteux, quoi. Ouais, bah, c'est le risque, effectivement, là-dessus. Si tu vérifies pas bien à qui tu donnes ou des outils pour vérifier un peu la légitimité des followers, ouais. Mais bon, après, souvent, ces gens-là, effectivement, parce que vous auriez pu le faire, vous auriez pu acheter des milliers de faux followers, mais quand tu travailles ou quand tu vois les interactions, ça se voit. Bah, en fait, aujourd'hui, je pense que voilà, enfin, avec Pachar, c'est pareil. Nous, nos comptes Twitter, c'est un outil de travail. Si demain je me fais ban mon compte Twitter, enfin, je suis vraiment pas bien, quoi. Et du coup, c'est hors de question que je commence à m'amuser à acheter des personnes qui me follow, etc. Enfin, pour moi, c'est impossible. Vous n'êtes pas de l'équipe Hello Kitix, alors? Non. Oh, petite boutade. Ouais, c'est vrai que vous êtes que sur X. Ça vous inquiète pas d'ailleurs? Bon, là, maintenant, c'est Musk qui est à la tête, donc il y a, entre guillemets, pas forcément de risque. Mais imaginons qu'un matin, il se lève et que le Dogecoin fait moins 50% et que d'un coup, il se met à détester la crypto parce que Trump, son projet descend aux enfers. Ça vous fait pas peur là-dessus? Vous avez un peu des solutions de secours. Bah, là, vous développez votre Discord, etc. Mais vous avez un peu anticipé ça? Ouais. Pas trop, mais bon, on espère que ça arrive pas. Oui, on a peut-être. Moi, j'ai un compte secondaire, mais bon. Que vous n'êtes pas sur Warpcast ou ce genre de réseau social un peu Non, considéré comme parce que décentralisé. en fait, bah, ouais, on avait déjà eu cette conversation. En gros, aujourd'hui, si tu souhaites avoir des collaborations avec les projets, ça se passe principalement sur Twitter. Alors effectivement, voilà, à moins de s'appeler un cryptost ou autre, à ce moment-là, effectivement, je pense que c'est faisable. Mais si vous êtes un peu moins connu, ouais, ça se passe que sur Twitter. Il y a une narrative là depuis quelques semaines qui est que on voit quelques comptes sur TikTok qui ont commencé à avoir de la visibilité en crypto. Mais j'avoue que pour le moment, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, dans la mesure où, bah, en fait, tous nos collègues, entre guillemets, ils sont sur X.
et que le niveau des conversations sur X est quand même vachement mieux, quoi. Et vous n'avez pas peur d'être remplacé à terme par les agents IA quand on voit à XBT qu'il est Écoute, élu numéro 1 influenceur par ouais. Messari et classé numéro 1 par Kaito? Moi, ça me fait flipper en vrai. Mais genre vraiment, hein. Enfin, je pense que dans 2-3 ans, euh, je pense que le contenu qu'on fait sur Twitter sera complètement faisable par de l'IA. En fait, enfin, je vois deux options. Soit il y a des outils qu'on va pouvoir se servir nous-mêmes, et du coup, on va pouvoir aller plus loin sur le raisonnement, sur les alphas, etc., qu'on va donner. Euh, donc, bah, ça, pour le moment, ça n'existe pas vraiment. Soit on va se faire, enfin, ouais, soit effectivement, il y aura des comptes qui sont purement placés sur de l'IA, qui vont faire le contenu que l'on fait aujourd'hui. Ça, enfin, pour moi, c'est sûr. Parce que quand on voit la vitesse avec laquelle ça progresse, en fait, on pourrait se rendre compte. Il y avait une théorie à l'époque d'Internet, dans les années 2010, je crois, qui disait que l'Internet, en fait, était mort et qu'il y avait que Oui. des contenus créés par des robots. Mais là, on pourrait y arriver réellement à 99% des contenus créés par des robots ou des intelligences artificielles. Et potentiellement, on pourrait se retrouver avec... enfin, moi, je vois bien l'émergence de réseaux sociaux basés sur WorldCoin ou ce genre de projet qui prouve que tu es humain. Ça existe déjà, il me semble d'ailleurs, pour s'assurer qu'on discute entre humains et pas entre robots. Alors après, c'est un peu dystopique, hein, mais je pense Ouais. qu'on pourrait y arriver. Après, je me disais aussi, quand on voit l'engouement des gens, enfin, j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent de discuter avec AXBT si l'information qu'il apporte est de bonne qualité et intéressante, qu'il soit humain ou pas. Ouais, J'ai c'est pas sûr. l'impression que ça ferait grand monde. Je suis entièrement de ton avis. Ouais. Mais moi, ça me fait pas peur parce que le jour où ça arrive, bah, je pense qu'on aura évolué aussi, tu vois. Et heureusement pour nous, on n'a pas besoin de nos followers pour faire de l'argent. Tu vois, on n'a Mm. pas besoin de notre compte X, on n'est pas là à monétiser, à lancer un meme coin et à attendre que notre commu fasse pump nos bags. Donc, je sais qu'on sera capable d'ajuster, tu vois. Et comme Nikon l'a dit, il y aura peut-être des outils qui, en fait, nous permettront d'aller encore plus loin. Il y a peut-être des outils qui seront réservés qu'aux humains. Ouais. Bah, on sait pas, hein. Ou bien qu'aux agents IA Mm, qui se l'échangeront potentiellement. entre eux dans des langages qu'on comprend pas. Mm. Via Bah, Story. sachant quoi, il y a des sociétés, bah, notamment celle de Musk, là, qui vous permet de vous faire implanter une puce. Ouais. Et le Rallink. Ouais. Non, mais c'est vrai quoi, c'est un sujet qui me passionne. Et ouais, ouais, enfin, en tout cas, j'essaye vachement de me tenir au point sur ces sujets-là. Bah, d'ailleurs, on a sorti un podcast sur CryptoStalks, la chaîne YouTube CryptoStalks, pour ceux qui veulent aller s'abonner, où on parle de la science décentralisée avec Alexandra Smilek qui travaille là-dedans. Et on parle un peu de toutes ces évolutions-là et comment est-ce que la crypto peut permettre de financer de la science de manière un peu plus décentralisée et de corriger certains défauts et certains problèmes actuels, notamment du financement et de la recherche. Et c'est vrai que les meme coins, au final, moi, je vois ça comme un nouveau moyen de financer de la recherche pour les agents IA, parce qu'au final, les agents IA, ça a été lancé par des développeurs qui ont pu profiter un peu de l'effervescence autour des meme coins. Et souvent, c'est même un projet communautaire qui a créé un meme coin autour de quelque chose qui a été développé par un chercheur dans l'IA et qui a airdroppé, qui a donné une partie de la supply à ce chercheur-là. Et je trouve que ça, c'est une nouvelle manière un peu de lever de l'argent de manière communautaire et de développer des projets qui changent et à voir ce que ça va donner. Il y a évidemment des dérives, et j'aime bien le répéter, mais l'innovation naît du chaos, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on va voir émerger dans les prochains mois. Ouais, ouais, notamment, il y a eu un fait il y a quelques jours là, où le CEO, euh, putain, j'ai zappé le nom. En gros, enfin, il y a eu un pump fun quoi. En gros, vous pouvez, enfin, si vous étiez un influenceur,
vous aviez la possibilité de rentrer sur une pre-sale. Donc, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité d'acheter un token à prix extrêmement bas. Et ce token a fait fois 5000, je crois, enfin un truc vraiment énorme. Et le CEO de Story, donc la blockchain dont Pasher a discuté il y a quelques minutes, il était dedans, il a fait, je crois, des millions avec ça. Donc il a donné, il me semble, 100% de l'argent qu'il a gagné de cette manière à de la recherche. Oui, oui, c'est Accelerate, je crois que c'est Voilà, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un projet où ils ont fait rentrer un peu toutes les figures un peu connues de tout ce qui tourne autour des agents IA. Et ouais, il y a eu un gros débat effectivement là-dessus il y a quelques semaines parce que ça a rendu des gens millionnaires, pareil, sur le dos de la communauté, tout comme un petit peu le lancement du même coin de Trump. Ok, ça fait déjà un petit moment qu'on parle ensemble. Avant de clôturer le podcast, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé? Écoute, merci de nous avoir reçus. Je sais pas s'il y a des trucs sur lesquels on n'a pas parlé. Moi, je pense que les airdrops, ça va être encore une très grosse année. Je pense que 2025, on fait un nouveau plus haut sur les airdrops. Je pense que je vois bien 20 milliards distribués d'ici la fin de l'année, tu vois. Et tu penses qu'il y aura un autre hyper liquide? Non, c'est Je, fini. je suis persuadé qu'il y aura un autre hyper liquide. On sait qu'ils ont encore plus de 40% de la supply à distribuer. Donc il y aura une partie qui servira d'incentive pour les validateurs. Il y aura peut-être une partie qui servira d'incentive pour l'utilisation de la DeFi. Mais moi, je pense qu'il y aura un autre airdrop. Je ne sais pas s'il y aura une campagne à points. Je ne sais pas s'il y aura du referral. Persuadé qu'il y aura un autre airdrop et qu'ils vont redistribuer à nouveau 10 milliards d'ici la fin de l'année peut-être, ou peut-être 2026, mais je pense en 2025. Je pense qu'Hyperliquid, ça va être très gros. Je pense que tous les gros layer 1 dont on a parlé, ça va être massif. Je pense que tous les produits qui ont un product market fit excellent peuvent vraiment nous surprendre aussi. C'est le cas de Kaito, qui a un outil qui est vraiment exceptionnel. Et ça m'étonnerait vraiment pas qu'on reçoive beaucoup d'airdrops basés sur l'utilisation de Kaito. Et même pas l'utilisation, mais juste sur la présence au sein des leaderboards de Kaito en tant que créateur de contenu. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Là, on a le anime coin de la blockchain de Azuki qui va distribuer une partie de sa supply au leaderboard Kaito. Donc, c'est le début et je pense que ça va continuer. Je suis persuadé que Story, par exemple, ils vont faire un airdrop pour le leaderboard de Kaito. Donc, à voir. Hein, je n'ai pas plus d'infos que vous, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Là, t'es un peu biaisé par ton bon positionnement, non? Au contraire, non, le positionnement, il vient de cette hypothèse. Le fondateur est tellement sensible à cet outil et il cherche tellement à récompenser les créateurs de contenu qui soutiennent sa blockchain que ça m'étonnerait qu'il ne se serve pas de Kaito en tant qu'outil, sachant qu'en plus, lui-même est très centré autour de l'intelligence artificielle et c'est ça qui donne des informations. C'est comme ça que Kaito récupère ses informations. Donc, ça me semble trop évident. Mais en vrai, on voit du Linéa qui se base sur Nansen, enfin qui est en partenariat avec Nansen pour détecter les civils. On pourrait imaginer d'autres projets qui sont en partenariat avec des Kaito ou d'autres outils pour aller détecter les meilleures personnes à qui distribuer leur supply pour pas que ces personnes dumpent directement, que ce soit pas des farmers. Voilà, exactement, aux vrais utilisateurs qui ont un compte, qui ont contribué au développement du protocole. Ça me semble beaucoup plus intéressant pour Kaito, pour Story par exemple, ou pour n'importe quoi d'autre, de distribuer des tokens aux vrais utilisateurs qui ont donné du mindshare et de l'awareness et de la reconnaissance d'utilisateur, de la visibilité, plutôt qu'il y a des gens qui ont codé un bot, qui ont fait plein de transactions sur un testnet, tu vois. C'est sûr. Et vous y croyez à l'interopérabilité? Dernière question, promis. Parce que là, on parle de plein de blockchains différentes, plein de layer 1, etc. Et on a toujours le rêve de pouvoir interconnecter toutes ces blockchains-là pour vraiment avoir l'application ultime, ou alors même pas l'application ultime,
au final, que toutes les applications puissent transférer ces cryptos d'une blockchain à une autre sans aucun problème, quasiment instantanément, etc. Moi, j'y crois. J'y crois et j'y crois surtout à moyen terme pour des applications, enfin dans des cas assez concrets. Tu vois, le cas de la superchain, de tous les layers 2 d'optimisme reliés entre eux et de la défragmentation de la liquidité. Donc ça, pour moi, j'y crois. Après, je sais même pas si finalement on aura besoin d'y arriver ou est-ce que juste d'avoir le paysage de la crypto aujourd'hui, finalement, chaque écosystème a un peu son utilisation. Donc je suis pas sûr qu'on ait besoin de pouvoir accéder à de la LP sur Berachain via Monad ou via Story ou via Ethereum, tu vois. En fin de compte, c'est assez difficile à prévoir. Ouais, après, ce qui est pas évident non plus, c'est que toutes les blockchains aujourd'hui restent quand même en compétition et que si on a un système comme ça qui se met en place, je pense que voilà, ça, en gros, ça sera par un projet où, enfin, en gros, les blockchains, enfin, ouais, que les blockchains entre guillemets n'auront pas le choix que de collaborer avec ce projet-là pour que ce soit fluide, etc. Et du coup, enfin, là, je pense qu'il faut un acteur qui soit vraiment très important. Euh, Pensez quoi d'Hyperlane? Vous avez suivi un petit peu? Bien sûr, ouais, moi, mais Hyperlane, enfin, c'est très bien, mais pour le moment, quand tu es un user, enfin, je trouve ça pas très fluide, hein. Enfin, enfin, comparé à des jumpers ou etc. On n'en est pas là encore. Mais oui, ça reste un produit. Voilà, moi, je suis très axé sur la narrative en modulaire. Je suis très proche de la communauté. Du coup, enfin là, je suis très bullish sur la valo de cet airdrop. Mais je pense on a encore besoin d'un pas supplémentaire pour vraiment que ce soit fluide, quoi. Ok, ben on verra. Parce il y en a plein qui travaillent là-dessus. On a cité Hyperlane, mais il y a aussi Layer 0 qui, avec Stargate, etc., euh, on peut bridger quand même de manière assez simple et assez fluide. Donc il y a pas mal d'acteurs sur Bah, ce d'ailleurs, ouais, prochainement, vous allez voir que les NFT de Berachain qui étaient donc soit sur Ethereum, soit sur Arbitrum, ils vont bridger donc avec L0. Ok, ouais, pas mal. Parce que L0 d'ailleurs, qui se sont aussi positionnés en partenaire avec l'USDT, Tether, Hmm. pour rendre accessible l'USDT sur Ouais. quasiment toutes les blockchains. Ouais, ouais. Donc intéressant à suivre ces projets-là qui sont dans le secteur de l'interopérabilité. Ok les gars, bah merci beaucoup. C'était long mais extrêmement intéressant. On se refera peut-être un autre épisode en fin d'année pour voir un peu si les Ouais, grave. prédictions et les attentes Ouais, très clairement, ouais. Ouais, très ont clairement. été bonnes et respectées. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. Salut. Ciao.